Voici un extrait entendu lors du dernier épisode. C'est là, pour les gestionnaires qui écoutent en ce moment, ils vont trouver ça peut-être difficile là, à entendre. Là. Ils ont Mais, l'habitude de nous entendre. Ouais, c'est ça. mais les couches de gestion, c'est du sable dans l'engrenage. Là. Ouais. C'est dur sur l'ego recevoir ça, puis j'en ai fait partie toute ma vie. Là. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, vos deux pirates barbus, prennent un verre avec un entrepreneur qui a appris comment ça gère une vraie business et qui a décidé de faire autre chose. Ensemble, ils vont tenter de donner à d'autres entrepreneurs la confiance pour se lancer avec succès dans l'entrepreneuriat radicalement progressiste. Voici son histoire. Deuxième partie. C'est quoi les gros morceaux auxquels tu as dû t'attaquer? Parce qu'il y a un paquet d'éléments que vous faites complètement différemment d'ailleurs. Ouais. Dans ce processus décisionnel-là, tu parlais entre autres que les embauches puis les mises à pied sont faites par l'équipe. Est-ce qu'il y a d'autres genres de décisions comme ça que c'est eux autres qui prennent? Mais tout, sans exception. Les gens décident de leur salaire. T'es peurant, là. Ouh! En fait, le principe est le suivant. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est pour le bonheur. Moi, mon intention derrière ça, c'est que les gens qui sont chez nous soient heureux. Je n'ai pas la responsabilité qu'ils soient heureux, mais j'ai au moins la responsabilité de mettre en place un environnement propice au bonheur. L'entreprise autogérée, ce qu'elle permet de faire, c'est de rendre les gens autonomes. En fait, ce que ça permet de faire, c'est quand les gens ont des irritants, des frustrations, ont le goût de changer quelque chose, ont le goût d'améliorer quelque chose, bien, ils ont le pouvoir de le faire. Puis, la conséquence de ça, c'est qu'ils ne peuvent plus chialer. Ils n'ont plus le droit de chialer. Parce que dans la vie, quand tu chiales, c'est que tu chiales parce que tu ne peux pas changer la chose. Tu ne peux pas éliminer ton irritant, tu ne peux pas éliminer ta frustration. Tu sais que tu pourrais mieux faire telle chose, mais tu ne le fais pas parce que tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas acheter la machine, tu peux pas. Et ça, l'accumulation d'irritants, de frustration, de l'impuissance face à le fait de vouloir changer quelque chose, quand ça s'accumule, ça fait qu'un employé devient de moins en moins heureux puis il quitte l'organisation. Quand on leur donne le pouvoir de tout éliminer ça, ben, ils n'ont plus de raison de chialer. Parce que, en fait, moi, s'ils chialent, moi, je leur dis, si vous chialez, c'est parce que vous ne comprenez pas. C'est parce que arrête de chialer, tu as le pouvoir de changer la chose. Fait que change la chose. Fait que le principe de base, c'est vraiment le bonheur. Fait que, c'est vraiment l'intention qui est derrière ça. Là, je me souviens plus de ta question. C'est pas grave, je vais relancer pareil parce que là, tu dis les gens ont la possibilité de choisir leur salaire. Comment ça se fait que vous n'êtes pas ruinés? Ben, parce que les gens l'homme est bon. En fait, c'est le principe aussi, ça, c'est un des principes de base qu'il faut vraiment incarner quand on lance, quand on fait cette transformation-là, c'est que l'homme est bon. Donc, on peut faire confiance aux gens. La confiance, c'est le moteur de l'organisation. C'est ce qui fait que, contrairement en fait à l'entreprise traditionnelle où est-ce que le moteur, c'est la méfiance. Quelqu'un vole, on va mettre un contrôle en place pour empêcher de voler. Fait que finalement, il y a une étude qui démontre que 96% des gens sont bons. 96% de l'homme est bon. Il y a 4%, on met un paquet de contrôles dans une organisation pour ces 4%-là. Moi, le pari que j'ai fait, c'est de faire confiance et de m'organiser pour que le 4% ne soit pas chez nous. Oui. La confiance, en fait, à un moment donné, moi, ce qui m'a permis de faire cette transformation-là, c'est que j'ai compris que la confiance devenait le mécanisme de contrôle, justement. Les gens, quand ils prennent des décisions, ne veulent pas perdre la confiance des autres. Parce que la journée qu'on perd la confiance des autres, on appelle ça un bris de confiance. Un bris de confiance, ça fait quoi? On est mis à pied. L'équipe va nous expulser automatiquement. Donc, si je reviens à la question des salaires, est-ce qu'on est ruiné? Pas du tout. D'abord, les gens font le budget. Fait que quel type de décision qu'ils prennent? Ils prennent des décisions budgétaires. C'est eux autres qui font le budget, c'est pas moi. Moi, je suis le secrétaire, je rentre des chiffres dans un fichier Excel,
puis je présente qu'est-ce que ça donne, ce qu'ils veulent. La contrainte que les actionnaires ont mis, dans notre cas, c'est notre modèle à nous, c'est une croissance, nous, on veut une croissance de la rentabilité qui est égale à la moyenne de la croissance des 7 dernières années. Donc, on n'a rien réinventé, on n'exige pas plus, on n'exige pas moins. On dit on a fait ça les 7 dernières années. Ben, c'est ça que les actionnaires s'attendent à avoir. À partir de là, ils peuvent prendre les décisions qu'ils veulent. Ils peuvent décider de mettre l'hypothèse, par exemple, d'augmentation de salaire à 10 15 2 3 Ils le mettent à ce qu'ils veulent. Mais s'ils le mettent à 10 il faut qu'ils coupent ailleurs pour équilibrer le budget et avoir la rentabilité exigée par les actionnaires. Donc, ils ont un gros terrain de jeu, énorme terrain de jeu. À partir du moment où est-ce qu'ils mettent une hypothèse sur l'augmentation de salaire, par exemple, ils disent l'année prochaine, ça va être 3 l'augmentation de salaire. Mais quand on rentre dans le processus d'augmentation de salaire, les gens doivent respecter ce 3 %-là. Fait que ça ne nous ruine pas, finalement. Fait que les gens, individuellement, prennent des décisions. Et si moi, quand mettons, ma comptabilité fait les calculs de la somme des décisions prises par les gens, ça dépasse 3 bien, on leur ramène ça et on leur dit. On ne rencontre pas ce que vous aviez décidé comme hypothèse budgétaire de 3 On n'est pas à 3, on est à 4 d'augmentation. On a un problème, on dépasse d'1 On fait quoi? Fait que là, il y en a qui vont proposer, mais on va revoir dans le fond qu'est-ce qui fait qu'on est à 4 Est-ce qu'il y en a qui se sont donné une augmentation qui crée une iniquité à l'externe? Parce que les gens, la façon dont ils décident de leur salaire, et là, je vais faire ça très court, là, je vais essayer de faire une histoire courte avec ça, c'est qu'ils font une sollicitation d'avis auprès d'un comité. Fait ils prennent la décision en faisant une sollicitation d'avis. Donc, ça respecte exactement nos processus. Ils sollicitent l'avis de qui? Un comité. Parce que moi, j'ai voulu amener la transparence des salaires, mais c'est l'équipe qui a décidé qu'ils ne sont pas prêts encore. Ils ne veulent pas aller là. Okay. Bon, OK, donc, on ne peut pas vraiment avoir un échange transparent. On va former un comité. Ce comité-là, cette année, on l'a élargi. On a rajouté une personne de la production, une personne des bureaux. Puis l'année prochaine, je souhaite qu'on l'élargisse aussi. Et là, ils font une sollicitation d'avis. Ils disent, regarde, moi, je gagne, je ne sais pas, 50 000 par année. Il y a un écart sur le marché. Selon moi, voici mes arguments, voici les études que je suis allé voir. Si la personne n'est pas trop apte à faire ça parce qu'elle n'est pas habituée, elle peut se faire accompagner. Fait que, elle peut se faire accompagner de personnes qui sont aptes à le faire. Et dit, moi, c'est 50 000 que je gagne, je pense que je vaux 55 000 sur le marché. Voici pourquoi j'aimerais savoir votre avis. Le rôle du comité, ce n'est pas de trancher, ce n'est pas de prendre de décision, c'est de donner son avis. Donner son avis sur quoi? Équité interne, équité externe. Puis c'est tout. Puis à partir de là, si on dit, écoute, ta demande qui ne crée pas d'équité interne, d'iniquité interne, externe et à l'interne, ben, le message la personne comprend qu'elle peut se payer 55 000. Donc, c'est une décision qui est informée à partir de ce moment-là. Oui, exact. Fait que la personne prend, mais il y a des gens, l'année passée, il y a 2 personnes qui ont pris des décisions malgré le fait que le comité a dit que ça crée une iniquité externe et interne. Et là, l'année passée, ça nous a fait réaliser que notre processus n'était pas encore... il y avait place à amélioration parce qu'on ne savait pas quoi faire avec ça. Mais cette année, on a créé un comité pour se pencher sur la question. Un comité, tout le monde pouvait participer au comité. Donc, ceux que ça les intéressait, ils se présentent au comité. Tous nos meetings se font de même, d'ailleurs. Quand on a un sujet, on a un problème, ceux que ça intéresse, ceux qui pensent pouvoir amener une valeur ajoutée, venez. Fait que c'est une base volontaire, les gens viennent. Et là, ils se sont penchés sur la question. Ce qui va arriver cette année, c'est que les gens qui vont prendre une décision malgré le fait que le comité dise que ça crée une iniquité interne ou externe, vont être exposés au reste du groupe. Puis le reste du groupe va savoir que ces gens-là ont pris une décision qui crée une iniquité. Et donc là, les gens le savent, fait qu'ils vont devenir encore plus... Ils ne veulent pas se faire exposer devant tout le monde. Ils vont devenir raisonnables là-dedans. Puis, parce qu'on a eu des demandes. Là. Moi, j'ai eu une demande d'une personne qui voulait doubler son salaire. Ouais. Puis finalement, elle n'a pas pris sa décision. Elle ne l'a pas faite. Mais tu sais, nous autres, on lui a donné l'information. Écoute, si tu fais ça, tu crées une iniquité à l'interne et à l'externe. Puis... Fait que c'est de même que ça se passe. Fait que c'est assez... Fait que non, ça ne nous ruine pas du tout parce que c'est eux qui font le budget, c'est eux qui déterminent l'hypothèse, c'est eux qui s'assurent que l'hypothèse est respectée. Là, je veux que tout le monde se rende compte de quelque chose dans ce qu'on vient d'entendre. OK? Moi, j'entends régulièrement « Ah, on ne parle pas de chiffres avec les employés de plancher, ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête. »
là, ça veut dire que tout le monde dans l'organisation doit comprendre au moins au minimum comment des finances, ça marche. Puis ils vont le pratiquer eux autres mêmes. Ça veut dire qu'une éducation financière, ça se fait à tous les niveaux, tout le temps. Oui. Donc ça, c'est important. Ils sont capables, ils ont le potentiel, puis il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire, à part juste vouloir garder le secret. Oui, tout à fait. En fait, donc, c'est eux qui font le budget. Si c'est eux qui font le budget, ils veulent savoir si on est en ligne avec le budget. Fait qu'à tous les mois, on leur présente les états financiers comparativement au budget. Fait qu'ils voient où est-ce qu'on est en ligne, est-ce qu'on n'est pas en ligne. Ils comprennent de plus en plus, ils comprennent leur impact, en fait, sur les résultats financiers. Ils voient que, comment ça nous a coûté plus cher là? C'est parce que telle affaire. Puis, ils comprennent de plus en plus ces choses-là. Ils comprennent de plus en plus le jargon financier. Un EBITDA, beaucoup de monde ne savent pas c'est quoi. Eux, ils savent aujourd'hui. En fait, de plus en plus de gens ils comprennent c'est quoi un EBITDA. Et donc, budget, présentation des états financiers, et on a mis aussi en place un partage des profits. Donc, si les actionnaires exigent un minimum de rendement, qui est une croissance basée sur les 7 dernières années, et ce qui est dépassé, le surplus budgétaire qu'on fait, une fois que les actionnaires ont ce qu'ils veulent, le reste, on le partage. Okay. Donc, on partage les profits, le surplus de profit est partagé dans l'organisation. Et là, les gens, donc, à chaque mois, savent si on est en ligne pour partager des profits. Ils voient s'il y a une balloune qui se crée ou non. Est-ce qu'on a dépassé finalement les objectifs budgétaires? Et donc, ça les implique dans tout cet aspect-là. Il y a une élévation de conscience financière qui se fait. Ouais. Là, tout ce que je dis là, on n'a pas fait ça le premier mois. Là. Ça a pris, nous, on est rendu à un peu plus que 3 ans de transformation. Là. Ça a pris, on a fait ça graduellement. Là, puis ça se fait, il n'y a pas de recette. On l'a fait intuitivement. Il y a un moment donné, c'est comme, c'est eux qui vont prendre les décisions salariales. Mais là, qu'est-ce qui arrive si la somme des augmentations de salaire dépasse l'hypothèse budgétaire? On va leur faire prendre la décision de l'hypothèse budgétaire. Donc, on va leur faire le budget. OK, mais ça serait quoi leur avantage de faire un budget? On va mettre en place un partage des profits. Fait que là, on a mis un partage des profits. Puis, donc, ça veut dire qu'il faut présenter les états financiers? Oui, OK, c'est ça que ça veut dire. Fait qu'il faut présenter les états financiers parce qu'ils veulent savoir où est-ce qu'on en est. Fait que ça se fait comme ça. Là. Il y a pas de... Ça se fait très intuitivement, là, finalement. Puis, les auditeurs assidus vont reconnaître dans qu'est-ce que tu décris là, ce que nous, on appelle une lettre de marque. C'est-à-dire, tu crées un cadre avec des contraintes. Puis dans votre cas, il y a les attentes de vos actionnaires, c'est une des contraintes. Les autres contraintes, vous devez rajouter au fur et à mesure. Mais à l'intérieur de ces contraintes-là, les gens sont libres d'agir. Vous trouvez les bons modèles de fonctionnement, essais-erreurs, mais ils ont la liberté de pouvoir faire ce qui a besoin d'être fait, tant et aussi longtemps que ça respecte les contraintes. Parce que c'est ça que j'entends avec vous autres. En fait, on peut dire qu'il n'y a pas eu de compromis. Vos actionnaires voulaient avoir leur argent, puis ils l'ont encore. Puis maintenant, c'est la responsabilité de tout le monde de leur amener. Mais s'ils dépassent ça, tout le monde en bénéficie. Et ça, c'est fort. Là. Exact. Et en fait, les actionnaires ont mis une seule contrainte. Le reste, c'est eux qui se sont mis un cadre. C'est eux qui ont déterminé de comment on va prendre des décisions. 6 mois plus tard, on a réalisé finalement que 6 mois plus tard, on a réalisé qu'il y avait des conflits dans l'organisation, puis les gens ne savaient pas comment gérer le conflit parce qu'avant ça, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient quand il y avait un conflit? Ils allaient voir le boss, puis ils disaient au boss, il y a quelque chose qui ne marche pas, tu peux-tu régler ça? Finalement, c'est le boss qui réglait. Mais là, il n'y a plus de boss. Parce que nous, ça, je pense que je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais une fois qu'on a décidé de démocratiser le pouvoir décisionnel, mais je pense le plus loin possible. C'est-à-dire, on démocratise là, complètement, mais ça veut dire que la hiérarchie, elle s'aplatit. Il n'y a plus de boss. Mm-hmm. Et donc, il n'y a plus de titre. Puis à partir de là, qui tu vas voir quand tu as un conflit? Là c'est problématique. Je ne peux pas aller voir mon boss, j'ai plus de boss. Fait que là, on a mis en place, 6 mois plus tard, on a réalisé ça, on a fait OK, c'est quelque chose qui ne marche pas, là, il y a des conflits qui ne se règlent pas. Fait qu'on a pris la décision à ce moment-là, on s'est regroupés. On a dit, ceux qui ont participé à ce meeting-là ont mis en place un processus de gestion de conflit. Et là, et ce qui est le fun là, dans l'entreprise libérée, puis c'est différent de l'entreprise traditionnelle, c'est qu'il n'y a rien qui...
je ne dis pas qu'il n'y a pas de vieux réflexe qui revient des fois, là, mais il faut s'en rappeler, puis il faut ramener ça à la base, c'est qu'il y a beaucoup moins de procrastination. C'est-à-dire que quand on met en place quelque chose, même si ce n'est pas parfait, on le met en place. Parce qu'il n'y a pas d'ego. La personne qui a pris la décision de mettre en place un processus a fait une sollicitation d'avis, a obtenu les avis, puis a mis le meilleur processus selon les avis obtenus. Mais dans l'expérience, on le vit, puis si le processus n'est pas bon, ben, quelqu'un d'autre peut venir corriger le processus parce qu'il s'aperçoit que ça ne fonctionne pas bien. Donc, il n'y a pas de procrastination. Dans l'entreprise traditionnelle, souvent, moi, ce que je vivais, c'est que quelqu'un voulait mettre en place quelque chose, il ne le faisait pas parce que son plan n'était pas encore parfait, parce que là, il savait que quand il allait sortir le plan, il y a des gens qui allaient chialer sur le plan, il y en a d'autres qui allaient s'objecter, il y en a d'autres qui disent ça ne marchera pas. Fait qu'en partant, fait que là, il ne sort pas le plan parce qu'il s'assure qu'il est presque parfait. Fait que finalement, le plan, au lieu de prendre 1 mois à sortir, ça prend 1 an, 2 ans, ça ne sort pas. Dans l'entreprise libérée, on expérimente, on le fait. Il y a quelque chose, on rassemble les gens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait ça. OK, on le vit. Aujourd'hui, on a fait une présentation. Il y a un comité d'autogestion qui s'est créé en début d'année. Le rôle du comité, puis chez nous, on n'a pas de comité. On n'a pas de comité de production, pas de comité finance, pas de comité. C'est une décision qu'on a prise ensemble, tout le monde. C'est qu'on a fait un meeting à un moment donné sur comment on veut que l'organisation fonctionne, comment on veut gérer notre boîte. Puis, fondamentalement, 2 choses. Est-ce qu'on a des leaders chez nous? On n'a pas de gestionnaire, mais on a des leaders. Les leaders n'ont pas plus de pouvoir décisionnel que les autres, mais ils ont un rôle de leader. Et ces leaders-là, à l'époque, on avait pris la décision de faire une élection des leaders. On avait mis en place un processus d'élection, puis on s'assurait qu'il y avait une rotation qui se faisait pour ne pas recristalliser un ancien gestionnaire dans un rôle de leader, puis qui revienne avec des réflexes de gestionnaire, puis finalement, on revient avec des gestionnaires. Il y avait une rotation qui se faisait. À tous les 3 mois, il y avait une réélection finalement. Et les gens avaient le droit de faire 2 mandats maximum. Donc, 6 mois. Après 6 mois, c'était un nouveau leader qui arrivait. Par la suite, on a décidé, on s'est aperçu qu'on avait pris une certaine maturité organisationnelle. On a décidé de ne plus faire d'élection des leaders. C'est qu'on ne disait plus à quelqu'un, les gens ont voté pour toi, tu es un leader. Ce qu'on fait, c'est qu'on laisse émerger le leader naturel. Puis, les gens savent c'est qui le leader naturel parce qu'on voit comment il agit, les gens le savent. Les gens savent que Crosby, c'est un leader. Ouais. Il n'y a même pas besoin de mettre un C sur le chandail. Là. C'est un leader. Et on a mis un C, mais c'est correct, mais on n'aurait même pas besoin. Et donc, dans le fonctionnement de l'organisation, on a pris des décisions sur qu'est-ce qu'on fait avec les leaders, est-ce qu'on fait une élection ou non. Ces décisions-là ont changé avec le temps. Aujourd'hui, on n'a pas d'élection. Et on s'est demandé, est-ce qu'on crée des comités? Est-ce qu'on veut un comité de production, un comité de finance, un comité... Puis finalement, la décision, c'est non, on ne veut pas de comité. On va créer un comité éphémère quand le besoin va se ressentir. Quand on a une problématique, on a besoin de créer un comité parce qu'on régler ça à 60 collaborateurs, c'est peut-être trop compliqué. On dit aux collaborateurs, écoutez, on va créer un comité pour régler cette affaire-là. Puis, ceux que ça leur tente, sur une base volontaire, venez sur le comité. Donc, les gens viennent soit par intérêt, soit parce qu'ils savent qu'ils ont une valeur ajoutée sur le comité. Puis, il y a un comité qui se forme. Le comité a une date de début, une date de fin, puis on règle le problème, puis c'est terminé. C'est un peu de même qu'on fonctionne. Donc, on est rendu au point de notre épisode où on va donner 3 trucs pour ceux qui aimeraient commencer. Mais tu sais, il y a encore toujours un petit peu quelque chose qui agace, là. Donne-nous 3 trucs à garder en tête pour réussir une transformation, que ce soit totale ou partielle. La première chose, c'est, moi, je pense qu'il faut carrément, faut faire confiance. Il faut incarner, il faut vraiment sentir que l'homme est bon, puis on peut faire confiance aux gens. Si on a des doutes là-dessus, il faut apprendre à faire confiance, vraiment. Les gens sont capables de gérer leur famille, sont capables de... C'est surprenant ce que les gens peuvent faire, puis c'est surprenant comment les gens, une fois impliqués, peuvent prendre des meilleures décisions que nous autres, des bien meilleures décisions que nous autres. Donc, il faut faire confiance, il faut lâcher prise, il faut laisser les choses aller, il faut croire en l'organicité des choses,
faut croire au fait que les choses se font. Je pense que comme propriétaire ou comme gestionnaire, on se donne beaucoup trop d'importance. C'est notre ego. On n'est pas là, les choses vont se faire quand même, puis ça va. J'entends déjà des gens dire probablement ben non, moi, si je ne suis pas là, ça va être l'enfer. Ouais, non, malheureusement, c'est pas si l'enfer que ça. Vous n'êtes pas si important que ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça la libération, hein? C'est que c'est une grosse charge qu'on se met sur les épaules comme gestionnaire ou comme propriétaire d'entreprise. C'est énorme. Puis finalement, on se libère de ça aussi, là. Mm-hmm. Ça fait partie de la libération. La libération, c'est aussi de libérer le plein potentiel des gens. Donc, premier truc, moi, je pense, c'est ça. Je pense c'est aussi de ramener, dans le fond, la raison d'être de l'organisation. Pourquoi on est là? Parce qu'on oublie ça. Les entreprises oublient de plus en plus pourquoi ils sont là. Ils sont trop pognés justement dans le reporting, puis expliquer au boss. Puis là, ils mettent tellement d'énergie là-dedans. Là, puis écoute, je l'ai vécu, là, je l'ai vécu. On met tellement d'énergie dans tout ça, mais pendant ce temps-là, il y a un client qui attend, là, puis il veut juste son produit, puis il veut juste qu'on y envoie. Puis il veut juste qu'on s'occupe de lui, puis qu'on prenne soin de lui. Fait que il faut se rappeler qu'on est là pour notre raison d'être. Nous, notre raison d'être chez Lumca, c'est d'illuminer la vie. C'est une raison d'être qui est assez large, que je trouve extraordinaire parce qu'elle nous a permis aussi de se questionner comment on va faire pour illuminer la vie de nos collaborateurs. C'est ce qu'il y a aussi. On s'est dit, OK, on va changer notre modèle, puis de cette façon-là, on va illuminer leur vie. Tu sais. Donc, c'est important de ramener notre énergie sur notre raison d'être. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Puis pour ça, nous, une chose qu'on a faite, c'est qu'on a ramené, dans le fond, dans notre processus décisionnel ou dans notre processus de gestion de conflit, on a ramené ce qu'on appelle les 3C. Les 3C, pour nous, c'est le... Puis là, il y a une vraie hiérarchie, par contre. Mm-hmm. C'est que le premier C, c'est le client. Donc, ça amène à... Ça donne un sens à ce qu'on fait finalement quand on se ramène à notre raison d'être. On est là pourquoi? On est là d'abord pour nos clients. Si on n'a pas de clients, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de paye, il n'y a pas d'employés, il n'y a rien. Donc, ça, là, on a tendance à l'oublier, puis ça nous ramène vraiment là. Fait que toutes les décisions qui se prennent, là, ça suit le processus, mais j'ai oublié de dire tantôt que dans le processus, il y a la personne qui arrive pour prendre sa décision, c'est est-ce que je suis en train d'illuminer la vie des gens en faisant ça? Ça, c'est notre raison d'être. Ouais. Est-ce que c'est bon pour le client? Le premier C. Est-ce que c'est bon pour la compagnie, la décision que je suis en train de prendre? Parce que même si je prends soin de mes clients, mais je ne prends pas soin de la compagnie, si la compagnie demain matin, à cause de ma décision, on la met en faillite, ben, je n'aurai pas plus de paye. Fait que, puis on sera plus capable d'illuminer la vie des gens là, dans le futur. Donc, le deuxième C, c'est la compagnie. Puis le troisième C, c'est est-ce que la décision que je suis en train de prendre là, c'est bon pour les autres collaborateurs? Puis là, à ce moment-là, si on répond que notre décision, c'est bon pour... en fait, c'est en ligne avec notre raison d'être, c'est bon pour le client, c'est bon pour la compagnie, puis c'est bon pour les autres collaborateurs, bien, ma décision est bonne. Ma décision est bonne. Puis en plus, j'ai suivi le processus, j'ai obtenu les avis de tout le monde, donc l'intelligence collective, bien, je l'ai obtenue. Ben là, ça serait surprenant que je prenne une mauvaise décision. Puis même si elle est mauvaise, mais c'est pas grave. Je veux dire, on va corriger ça par la suite parce qu'il ne faut pas embarquer dans un pattern où il faut permettre l'erreur, mais vraiment permettre l'erreur. C'est ce qui fait c'est là qu'on fait confiance aux gens parce que si on ne permet pas l'erreur, on tombe dans la méfiance. Oui, c'est pas ne pas faire des erreurs qui est important, c'est comment on les adresse après. Comment on est capable de les récupérer, comment on est capable de les ramener. Puis si tu arrives à justifier chacune de tes décisions selon vos 3C, ben tu as un frame qui est clair. Si tu arrives à justifier ces 3 affaires-là, c'est vraiment rare que ton erreur va être complètement à côté de la traque. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, tantôt, je disais que l'intention de base de faire cette transformation-là, c'était le bonheur. Mais de ramener du sens dans ce qu'on fait partie aussi du bonheur. C'est pas juste l'élimination des irritants ou des frustrations ou le fait d'être impuissant face à des choses. Là, on leur donne la puissance de faire les choses, le pouvoir de changer. Mais c'est pas juste ça. C'est aussi d'avoir un sens dans ce qu'on fait. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que l'entreprise fait?
Parce qu'on perd ce sens-là dans toute la bureaucratie, dans tout le reporting qu'on fait, dans tout l'engrenage. Puis aussi, nos égos nous fait perdre aussi ce sens-là. Fait que je pense qu'on se ramène, ça nous ramène à donner un sens à ce qu'on fait dans l'organisation. Puis à revenir aussi à l'essentiel, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est un mot, là, depuis un an, là, nous autres, là, on ramène ça. Il faut faire l'essentiel. Parce que embaucher, là, on pourrait embaucher 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes. Dans un an, tout le monde va être dans le jus. Parce que les gens se créent de l'ouvrage, les gens comblent le vide. Fait il faut ramener ça à l'essentiel. Est-ce que ce qu'on fait est essentiel? Est-ce que le rapport que je sors vaut vraiment la peine de sortir? Est-ce qu'il y a des gens qui le lisent? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Est-ce que c'est tout? Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est on fabrique un produit, on l'expédie à temps, en qualité, puis on s'organise pour qu'on soit rentable pour perdurer dans le temps. Fait que ça, là, c'est ça l'essentiel. La personne à comptabilité, c'est quoi l'essentiel? Ben, il faut payer nos fournisseurs parce que sinon, on n'a plus de fournisseurs. Fait qu'on va s'organiser pour payer nos fournisseurs. Celle qui fait les factures, ben, elle va facturer parce que si elle ne facture pas, l'argent ne rentre pas. Puis il faut qu'elle fasse la collection parce qu'il faut que l'argent rentre. Fait que c'est ça l'essentiel. Tout ce qui est superflu autour de ça, c'est pas essentiel. Fait qu'il faut se ramener à l'essentiel aussi. Hey, écoutez. Là, vous entendez partout, même si on enregistre ça avant que ce soit diffusé, vous êtes capable d'entendre le monde qui font leur jogging, qui font « Yes, yes! » Le monde sont en train de prendre leur lunch à leur bureau, qui fait « Oui, c'est ça que je veux, c'est ça, lui, il a compris. » OK? On a l'habitude, on les reçoit les commentaires tout le temps après. Mais, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, quand je travaillais dans une firme comptable, si je rentrais à 8h15 au lieu de 8h, là, il y a des gens qui regardaient leur montre. Là. Mm-hmm. J'avais cette pression-là. Hein. Fait que ça, là, c'est un irritant pour moi. Puis je l'ai vécu, ça. Moi, je me disais à l'époque, comment ça? Puis j'avais un enfant à l'époque. J'étais jeune, puis j'ai encore un enfant, là, mais j'étais un jeune adulte avec un enfant. Puis je me souviens là, que pour moi, là, c'était un énorme irritant de ne pas pouvoir gérer mon horaire en faisant fi des apparences, de ce que les autres pensent. Mm-hmm. Pour moi, le monde idéal, là, puis j'aurais été aussi productif, là, ça aurait été de rester chez moi, me lever le matin, rester chez moi avec mon enfant, déjeuner, commencer à travailler, laisser le trafic passer. Puis une fois que le trafic est passé, vers 9h30, 10h, aller porter mon enfant à la garderie, puis après ça, arriver au bureau. Mais imagine, à l'époque, faire ça, arriver à 10h, 10h30 au bureau, je m'aurais fait si j'arrivais à 8h15, puis je me faisais regarder tout croche. L'entreprise libérée permet ça. Est-ce que pour le premier C, le client, est-ce que c'est pas correct que je fasse ça? Mais non, je fais mon travail. Ça a un impact sur personne si je fais ça. Ça n'a pas d'impact sur le client. Est-ce que ça a un impact sur la compagnie pour laquelle je travaille? Pas du tout. J'ai fait mes heures amplement. Je travaillais 55 heures par semaine. Puis, je n'ai pas besoin d'être là en présentiel. Tu sais, à l'époque, le télétravail, on recule là, de 25 ans à peu près. Là. Mm-hmm. Puis, est-ce que c'est bon pour les collaborateurs, les autres collaborateurs? Bien, c'est sûr que si je ne rentre jamais, puis je fais tout chez nous, bien, peut-être que l'aspect collaboration, avoir des meetings, régler des problèmes. Mais si je suis là de 10h à 3-4 heures, je fournis quand même une certaine présence. Puis probablement que je vais partir après après le trafic. Fait que mes heures, c'est sûr qu'ils vont se faire. Fait que j'aurais aimé ça avoir cette liberté-là. Ouais. L'entreprise libérée, l'entreprise autogérée permet aux gens de faire ça. Puis surtout aussi, on ne veut pas créer de précédent comme gestionnaire. C'est souvent ça. Dans l'entreprise, ce qui est libérateur dans l'entreprise libérée, c'est qu'il n'y en a pas de précédent. Si quelqu'un va amener son chien au travail, si ça n'impacte pas le client, la compagnie, puis les autres collaborateurs, mais il peut l'amener son chien. Mais là, l'autre va dire, ouais, mais mettons, moi, ma réceptionniste va amener son chien, puis ça n'impacte pas les 3C. Puis elle fait une sollicitation d'avis. Puis après, elle prend la décision d'amener son chien. Puis elle, ça lui fait du bien d'amener son chien. Ben, elle peut l'amener. Mais là, si moi, j'ai un assembleur qui dit, ouais, mais attends un peu, moi, c'est pas correct, là, parce que là, elle amène son chien, moi, j'aimerais ça l'amener. Ben, fais ta sollicitation d'avis. Puis c'est-tu bon pour les 3C? Fait que là, finalement, il fait sa sollicitation d'avis, puis il réalise que c'est pas bon pour les 3C parce que s'il amène son chien, ça crée du poil, puis nous autres, on a des composantes électroniques, puis c'est pas bon. Mais il ne l'amènera pas. Fait
un peut le faire, l'autre ne peut pas le faire, puis ça ne crée pas de précédent parce que. Puis il peut la prendre, la décision, là. Il ne se fait pas imposer rien, là. Il peut la prendre, mais il réalise qu'il ne peut pas la prendre, puis il sait pourquoi il ne peut pas le faire. Fait qu'il élimine son irritant automatiquement. Les gens comprenant pourquoi ils ne peuvent pas faire telle chose, mais ils éliminent leur irritant. C'est fort, ça. Mm-hmm. Là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont présentement avec le CV dans leurs mains, et qui disent, est-ce qu'il embauche présentement? Embauchez-vous présentement? Oui, on embauche. Oui, on embauche. On embauche. C'est sûr qu'on embauche. Il y a une pénurie sur le marché. On est toujours en croissance, nous autres, de notre côté, surtout à partir. On est comme cyclique. En début d'année, c'est un peu plus mollo. Puis vers la fin de l'année, c'est beaucoup plus. Il y a plus d'activité. Dans la description de l'épisode, vous allez avoir tous les liens nécessaires pour en apprendre plus sur Lumika. Puis, si vous voulez appliquer, hein, c'est par là que ça passe. Jean-Roch, on s'est fait dire à quelques reprises que quand une entreprise passe dans notre podcast, il y a un petit pic dans les CV. Donc, tu nous feras signe si c'est le cas. C'est très, très gentil de ta part d'être venu. Écoute, essentiellement, venir raconter ce que tu as vécu, comment vous l'avez vécu. Puis donner d'espoir aux gens, ce qui est un petit peu, hein, ça fait partie de notre mission. On croit que les gens qui ont plus d'options ont une meilleure vie, sont plus libres, sont plus heureux. Puis c'est essentiellement ce que vous faites. Non seulement ils ont des options, ils ont l'option de décider de leur destinée. C'est quand même incroyable. On adore ça. Puis très content que ça vienne de chez nous. Tout à fait. Puis je pense que ça serait important qu'on mentionne que c'est un témoignage, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de façon de faire. Il faut comprendre les concepts de l'entreprise libérée, puis une fois qu'on les comprend, ben, on se lance. Il n'y a pas beaucoup de concepts, en fait, c'est qu'on démocratise le pouvoir décisionnel, puis après ça, ben, on le vit en fonction de la façon dont on veut le vivre. Ce qui est important, je pense aussi, c'est que ce que j'ai raconté, ça semble bien cute, ça semble bien beau, mais c'est pas. Ça aussi, il y a beaucoup de défis derrière ça. C'est une aventure humaine d'abord et avant tout. C'est une aventure humaine qui, chacun a son bagage. Chacun a ce que moi j'appelle son pack-sac avec un nombre de roches dans le pack-sac. Mais c'est une plateforme de croissance personnelle qui est extraordinaire. Moi, je vois des gens évoluer dans l'organisation. Juste le fait que plus avoir de titres, les égos qui font tranquillement. Les gens sont challengés parce que c'est une autre façon de faire les choses. S'il y a des gens qui se posent la question pourquoi qu'on ferait ça, pourquoi? De toute façon, dans 25, 30 ans, dans 15 ans, les entreprises vont être rendues là. Puis Frédéric Laloux l'explique très bien. Les entreprises, je veux dire, on ne gère pas de la même façon qu'il y a 100 ans, qu'il y a 400 ans ou qu'il y a 1000 ans. Les organisations changent de mode de gestion de façon cyclique et on serait rendu là en ce moment la société est en train de basculer dans un nouveau mode de gestion. Fait que la question, c'est pas est-ce qu'il faut que je le fasse? Ben, en fait, la vraie question, c'est quand? Puis, vous pouvez attendre encore 20 ans, vous pouvez attendre 30 ans, mais éventuellement, vous n'aurez pas le choix. Je veux dire, les entreprises qui ne font pas cette transformation-là, je pense, vont mourir. Compétitives. Exact, exactement. Là, je croise les doigts parce que moi, j'aimerais ça que ça soit fait d'ici 10 ans. Je dis ça de même. mais c'est grâce à des gens qui vont être inspirés par des gens comme toi, Jean-Roch, que je pense que ça va arriver. Merci pour d'être venu. Ceux qui nous regardent en ce moment, si vous aimeriez travailler dans une entreprise libérée, faites like puis pèsez sa cloche. C'est un chantage. Pèsez sa cloche pour vous abonner, pour avoir les épisodes à mesure qu'ils rentrent. Jean-Roch, merci beaucoup. Un dernier mot pour ceux qui voudraient se lancer dans cette aventure-là. C'est une aventure qui est complexe. Okay? N'hésitez pas à vous faire accompagner, puis comprenez que c'est un voyage. Okay? C'est pas un plan que vous allez faire un roll-out. Là. Dans plusieurs années, vous allez être encore en train de jouer avec chacun avec des concepts. Puis c'est correct, c'est normal. C'est pas le genre de transformation qui a une fin, puis vous voulez pas qu'elle ait une fin parce que vous allez commencer à vous scléroser si vous faites ça. Bon. Jean-Roch, merci beaucoup pour ta présence, puis longue vie. Je vous remercie. Avec grand plaisir. Les pirates, on se voit la semaine prochaine. À très bientôt. Bye bye.